et je vais spoiler parce qu'il y a beaucoup à dire en spoil. Alors, je me suis retenue de vous dire que Vals, évidemment, ne va pas être le méchant principal vu qu'il est retenu dans un cachot complètement traité comme une sous-merde, clairement comme il a lui-même traité les gens avant dans ses prisons. On va lui tabasser une main pour lui faire tomber son flingue, donc sa main va s'infecter et il va avoir la gangrène et tout. On va lui dire t'as qu'à te couper la main si tu veux pas crever, connard. Il va se couper la main. Malgré tout, ça va pas complètement guérir et sa gangrène va juste progresser plus lentement. Il est vraiment en train de pourrir sur place dans sa geôle, tout en ayant encore des fois des comportements de connard, parce que de temps en temps, il est très exigeant envers des gens où il pense qu'on va vraiment le sauver. Il a toujours un peu des pensées de connard, même si par certains côtés, il est assez cynique. En fait, on peut toujours pas l'aimer, même quand on le voit souffrir, mais on peut plus non plus avoir envie de se venger contre lui parce qu'on a l'impression que ça sert à rien, justement. On voit très bien que le fait qu'il souffre, ça le rend pas meilleur. Bah ça sert à rien, en fait, voilà. C'est juste, on aurait pu potentiellement le tuer, peut-être que ça aurait supprimé un connard du monde, mais en tout cas, le fait de vouloir absolument le torturer, vous savez que moi, justement, là, voilà, la dernière fois, on était chez McCorbin, je vous ai dit, j'adore quand il y a des persos qu'on déteste et qu'ensuite on les voit payer. Ouais, j'adore vraiment ça, et dans toutes les fois chez McCorbin où c'est arrivé, enfin chez Anne Bishop, hein, parce que je dis McCorbin, la saga McCorbin, mais bon, j'ai toujours trouvé que c'était trop court. Mais, là, je me suis tout de suite dit, enfin rapidement, hein, je pense au bout de peut-être 1 ou 2 chapitres, même peut-être à la fin du premier chapitre où on voyait Vals dans sa geôle en train de pourrir sur place, je me suis dit à quoi bon quoi. Et ça, c'est aussi la preuve, entre guillemets, qu'un auteur écrit bien, même si, évidemment, je pense que Anne Bishop, c'était voulu chez elle qu'on se dise, celui-là, on va le buter, on va se défouler. Voilà, enfin, je pense qu'elle aussi, elle avait cette envie-là, entre guillemets, de se venger de personnes détestables, et que c'est pour ça qu'on pouvait entrer en empathie avec elle là-dessus, et la suivre et la rejoindre, alors que Carlos Ruiz Zafón, il avait clairement pas envie de rentrer dans ce délire-là, et au contraire, il voulait nous dire la vengeance, ça mène nulle part, faire souffrir les gens, ça sert à rien, et ils vont pas devenir meilleurs, et vous non plus. Clairement, il le montre très bien. Jacques Vendroux voulait nous montrer que c'était pas bien de chercher à se débrouiller tout seul. Pour moi, c'était pas convaincant. C'est pas que... Déjà, moi, je suis pas d'accord, évidemment, mais... Voilà, je vais continuer en fait, même après avoir lu ce livre, à aimer les histoires de vengeance et à aimer trouver ça défoulant. Je vais pas, dans la vraie vie, forcément vouloir me venger bêtement, je l'espère, et j'essaye de faire la part des choses. Enfin, je fais la différence entre le défouloir qui fait du bien et ce qui est bien de faire dans la réalité. Et je pense, et j'espère que Anne Bishop aussi, et que beaucoup de gens, en fait, sont capables d'écrire des trucs comme ça de vengeance parce que ça fait du bien, justement parce que ça défoule, et parce que le fait de se défouler, ça aide à ne pas le faire dans la réalité. Pareil qu'il y a des gens qui écoutent du métal ou des musiques, ou du rap ou des musiques violentes parce que justement ça défoule et que ça permet de ne pas être violent dans la réalité. Moi j'ai toujours cru à ça et je continue de croire à ça, que c'est justement en exorcisant, en ayant quelque chose de cathartique que justement on se contrôle mieux. Il y a des gens qui vont dire que ça incite à la violence, ben ça incitera certaines personnes, mais je pense que ces personnes-là, elles cherchaient juste la petite poussée, pour penser au Joker, hein, avec la folie c'est comme la gravité. Voilà, ils cherchaient un tout petit truc, et au final un peu n'importe quoi aurait pu être l'élément déclencheur, mais si, pour tous les gens pour qui c'est cathartique, je pense que c'est quand même rentable, en tout cas je peux pas ne pas le penser vu que j'en fais partie, mais très clairement, ce livre m'a quand même convaincu que c'était pas rentable de se venger, que c'était pas bien, qu'il fallait réfléchir, et que tout ça parce qu'il est super bien écrit de ce point de vue, pour montrer ça. Et de toute façon, je pense qu'on est conscient dans la réalité que les deux réalités existent. D'un point de vue factuel, se venger c'est pas bien. D'un point de vue émotionnel, se venger c'est agréable. Du coup, le mieux, c'est de faire quelque chose qui nous donne le sentiment d'être vengé, sans pour autant aller trop loin concrètement. Du coup, Vals, on continue de le détester, mais très rapidement, on se dit... arrêtez quoi, tuez-le et puis qu'on en finisse. En tout cas, moi, c'est très clairement ce que je me suis dit, et j'ai remarqué que c'était en contradiction avec ce que j'avais dit la dernière fois en lisant McCorbin, et donc je me suis dit que j'allais en parler. C'est un détail, et vous allez me dire, tu passes 3 heures là-dessus, on n'est pas rendu. Oui. Du coup, Alicia et Vargas enquêtent. Ils découvrent un bordel en allant... un bordel pas au sens littéral, hein. Ils découvrent un mec qui s'appelle Sanchi, je crois, qui dirige une banque, qui a comme femme une femme qui s'appelle Victoria. Enfin, pour l'instant, sa femme, on s'en fout, mais en tout cas, ce mec, il le découvre, et c'est un mec qui rachète tous les Matai.
Et son chauffeur est donc un mec masqué, parce qu'il a le visage défiguré, et c'est lui qui est allé de manière très secrète voir l'avocat à qui ils avaient parlé pour dire qu'ils voulaient vendre un livre de Mataï. Donc ils pensent que ce mec est louche, mais ils savent pas encore si c'est directement lié à l'enterrement de Vals. Ils savent juste que ce mec collectionne des livres de Mataï, qu'il y a quelque chose de louche, parce que c'est bizarre qu'il ait été voir l'autre en cachette dans un cinéma, qu'il soit reparti rapidement. Le mec se comporte comme s'il avait quelque chose à se reprocher, même s'ils savent pas trop ce que c'est. Bon, ils se disent qu'il faut creuser sur ce plan-là, et en fait, à peine ils se disent ça, et qu'ils commencent à... ils ont aussi une liste de numéros où ils savent pas à quoi ça correspond, qu'ils ont chopé dans la voiture de Vals, et avant qu'ils aient la réponse à ça, il y a Leandro qui débarque et qui leur dit « C'est bon, on a résolu l'enquête, on savait pas que vous alliez y arriver aussi de votre côté par un autre chemin, mais c'est bien Sanchi le coupable. En fait, lui, avec son chauffeur, donc le mec masqué, qui était, je me rappelle plus de son nom, mais c'était un mec qui avait aussi été en prison et qui a aussi subi des torts de la part de Vals. Ces deux-là et d'autres, ils ont fait une conspiration justement pour l'enlever et se venger de lui, et tous ensemble, ils l'ont enfermé dans un coin, torturé, et maintenant il est mort. Donc voilà, merci de nous avoir aidés, l'enquête est résolue, salut, vous pouvez rentrer chez vous. Vous pouvez aussi prendre votre retraite parce que Alicia avait dit qu'elle voulait arrêter, et Vargas aussi. Voilà, donc salut, rentrez chez vous, merci, au revoir. Évidemment, les deux sont un peu mal à l'aise parce que déjà, Alicia avait envoyé un mec qui s'appelle Fernando, Fernandito, vu qu'il est jeune, suivre justement Sanchi, et comme par hasard, le jour où il s'est fait arrêté par la police, le gars les a bien suivis, et donc il revient se confier à Alicia une fois que Leandro est parti, et lui dit ouais, ils l'ont emmené dans une maison, et c'est une maison vraiment au milieu de nulle part, et j'ai l'impression qu'ils l'ont torturé, ou il y a quelque chose de bizarre, donc je n'ai pas pu t'en dire plus parce que j'ai observé juste un peu, mais quand j'ai eu peur de me faire opérer, je suis partie. Mais franchement, y a des trucs chelous. Si c'était vraiment l'arrêté, qu'ils avaient des preuves contre lui et tout ça, peut-être que ça se serait pas passé comme ça, voilà. Donc Alicia va lui dire, bah retourne fouiller et surtout te fais pas repérer, et si tu risques de te faire repérer, reviens, mais va voir là-bas ce qu'ils font dans la maison, ce serait quand même intéressant de le savoir. Donc elle le renvoie, elle dit à Vargas, oui on est bien d'accord que c'est un peu bizarre quand même qu'il nous renvoie maintenant. Bon, Vargas est d'accord aussi. Donc les deux se disent qu'ils vont quand même fouiller encore un peu, même si théoriquement l'affaire est close, parce qu'ils ont quand même bien l'impression que, en fait, Leandro et compagnie ne voulaient pas que l'affaire soit résolue. Ils voulaient que Vals soit retrouvé et que des coupables soient désignés, mais ils voulaient pas que Vals soit retrouvé vivant, et ils voulaient pas que les embrouilles qu'il y a eu avec lui soient ébruitées. Donc en gros, ils vont faire disparaître les coupables et les preuves et compagnie, et inventer une histoire, et donc je pense qu'à partir de ce moment, même si ça n'a pas été dit clairement dans le livre, Alicia et Vargas se doutent qu'eux-mêmes ils risquent potentiellement de disparaître. Si ils en savent trop, ou qu'ils fouillent encore un peu, ou même déjà peut-être maintenant, parce que là ils ont l'air de vouloir effacer toute cette histoire. Ils avaient juste besoin de coupables, ils en ont trouvé, maintenant ils vont faire match suprême quoi. Ils se disent on va quand même un peu enquêter. Ils enquêtent, c'est Vargas qui trouve dans son coin que la liste des numéros ça correspond à des certificats de naissance et de décès qui sont bizarrement délivrés le même jour et tous liés à Vals. Donc il comprend pas exactement pourquoi à ce moment-là, mais il comprend que c'est grave et qu'il y a un problème. À côté de ça, Fernandito se fait capturer par Andaya, et c'est de ça que je parlais quand je disais qu'il y a un moment où j'étais vraiment un peu... je me disais, oh putain. Et voilà, il y a des moments où on est content dans certains livres, quand quelqu'un se fait capturer par un méchant et tout, parce qu'on se dit que ça donnait des scènes cool. Là, j'étais vraiment plutôt glacée, quoi. Je me disais, non... Je voulais pas voir ça, je me disais, bon après si, j'allais pas passer des pages du livre, mais je veux dire, j'avais peur de ce que j'allais lire quoi. Parce que le gars, il était innocent, jeune, mignon, tout ce qu'on veut, et il se fait choper par un disciple de Fumero, qui est un gars dont on a vu dans une scène justement précédemment, qui s'amusait, il avait donc la femme de Sanchi, et le chauffeur, donc le mec avec le masque, et il s'amusait donc à demander à la femme de lui dire des choses sur son mari. Je sais plus ce qu'il voulait savoir en plus. Mais il lui demande de parler, et comme elle le fait pas, il tire dans les genoux du
chauffeur, et dans les chevilles et compagnie, enfin ils lui tirent dans les jambes comme ça, et ils lui disent bien, genre regarde ce qui arrive à ceux qui me contrarient, salope et tout. Donc voilà, c'est pas rigolo du tout, et on n'a pas trop envie que Fernando passe dans les mains de ce mec-là. Donc quand le gars, en plus il est super flippant, il arrive dans le tram avec lui, et il lui fait genre oui bonjour, genre t'as tes papiers? Et le gars lui fait bah non je les ai oubliés chez moi, c'est bête et tout. Il fait oui bah tu t'habites où, tu peux me les ramener tout ça. Et le gars lui fait ouais non je suis désolé, je vais rentrer chez moi, je vais les prévenir mes parents, j'ai pas pensé à les prendre, mon père il est malade machin. Enfin il raconte une petite histoire pas du tout crédible. Et le gars il fait ok. Tu descends où, d'accord. Et en fait, quand il descend, lui, il est là en mode... mais on sent qu'il se retient de courir. Il arrive devant sa moto. Andaya revient et lui fait... mais je croyais que tu m'avais dit que tu rentrais directement chez toi en sortant du métro. Il lui fait non, j'ai pas dit directement, en fait. Je voulais dire que c'est ce que j'allais faire en sortant du métro, mais j'ai pas dit que j'allais y aller à pied. Il s'embourbe encore. Et là, le flic lui fait allez, donne-moi les clés de ta moto. Et là, tu te dis non... Non, ne fais pas ça, putain, ne fais pas ça. Mais il le fait et tu te dis, mais en fait, je pense qu'on aurait quasiment tous fait la même chose à sa place. Et ça fait super mal de se rendre compte de ça, parce que justement, dans la situation, tu te dis, mais mec, tu pourrais peut-être t'enfuir, vas-y, cours, prends ta moto et trace ta route et tout. Mais sur le moment, le gars, il est tellement flippant et tu dois tellement être paralysé par l'angoisse et tout, que tu sais que tu vas pas faire quelque chose de bien si t'essayes de t'enfuir. Et tu te dis... mais ça va peut-être bien se passer, après tout, j'ai rien fait et tout. Tu te dis, plutôt que de m'enfuir comme un coupable et de passer pour un débile en tombant de ma moto ou je sais pas, tellement je suis stressée, peut-être que si j'y vais avec lui, peut-être que ça va bien se passer. Et putain, mais ça fait tellement mal de voir ça. Bon, après ça va parce que le gars arrive quand même un peu à mentir et tout, et à s'en sortir en mentant. Mais ça c'est pareil, la scène où il ment, où il dit non mais je peux pas appeler chez moi parce que mon père il est malade et ma mère est morte et si je l'appelle il risque de faire une crise cardiaque et tout. Et tu sais très bien que c'est pas crédible et que le flic il le croit pas et tout. Et tu te dis putain mais qu'est-ce qui va lui tomber sur le coin de la gueule le pauvre et tout. Et en fait il le laisse partir en disant bah suivez-le, on va voir à qui il nous mène et ça. Et tu te dis ouais c'est logique putain mais... Et lui, bon, il essaye de semer ses poursuivants, ça aussi c'est logique. Franchement, c'est génial, parce que d'un point de vue suspense, là, on est vraiment cloué. D'ailleurs, je devais aller me coucher au moment où il y avait cette scène, et je peux vous dire que j'ai dû me coucher 1 heure plus tard que ce que j'avais prévu, parce que là, voilà quoi, je pouvais pas, il y avait trop de suspense quoi. Donc ce méchant, il est vraiment très très flippant. Et à côté de ça, après, on va avoir un deuxième méchant, un gars qui s'appelle Rovira, qui était un petit gars pas crédible du tout, à qui Alicia... lui avait fait genre parce que c'était un gars qui suivait Alicia et elle lui avait fait genre bon je t'ai grillé donc maintenant tu vas faire ce que je dis et tu vas dire à tes supérieurs ce que je te dis de leur dire etc. Et lui il était là genre oui madame et tout, donc on pensait que c'était un petit gamin qui se faisait maîtriser, qui avait peur d'Alicia. Vargas avait plusieurs fois menacé de lui casser la gueule et Alicia lui disait non vas-y c'est pas grave laisse-le, enfin elle lui sortait des vannes genre tu manges trop de viande ça te donne des des comportements de merde. Bref, donc ils l'ont laissé tranquille et ils le prenaient pour une petite merde. Et ça aussi, c'était super stylé qu'en fait ce gars qui avait l'air de rien, exactement comme Alicia d'ailleurs, qui est entraînée à mentir, etc., à construire des personnages, lui aussi en fait c'était un personnage. Et en fait c'était un gros psychopathe qui tripait sur comment il allait tuer Alicia lentement et la baiser, etc., avant de la tuer, et comment il allait la torturer pendant des heures parce qu'il avait envie de prendre sa place et qu'il était jaloux d'elle, de la révélation qu'elle avait avec Leandro, et qu'en fait lui aussi c'était un disciple de Leandro et qu'il pense que c'est lui le meilleur et qu'il y a que lui qui mérite cette place et que du coup il veut faire payer à Alicia d'avoir été sa chouchoute. Le gars, mais ça a l'air d'être un énorme psychopathe, et quand il la suit ou quoi que ce soit, bah encore une fois on a peur pour elle. Et le gars, malheureusement, mais encore une fois c'est classique dans ce genre d'histoire où il y a une jeune fille et un vieux flic sympa qui au début s'entendent pas trop puis qui après arrivent à avoir des bons rapports et qui se vannent et qui s'apprécient et tout. Et ben ce psychopathe a réussi à tuer Vargas et j'étais dégoûtée, mais en même temps je me disais que c'était prévisible et que bah quand il y a pas de mort chez perso important, on prend l'histoire moins au sérieux, donc je me suis dit ouais, je suppose que je devrais l'accepter, mais j'étais quand même dégoûtée parce que j'aimais bien Vargas et j'étais triste qu'il soit mort. Et donc là, il y a Fernando qui s'improvise encore une fois chevalier, parce qu'il est amoureux d'Alicia, qui se met à poursuivre le psychopathe et qui se dit qu'il va venger Vargas. Et je me disais putain. Et en même temps, je me disais, vu que le livre est réaliste, c'est pas impossible qu'il le tue. C'est vraiment pas impossible.
Dans un livre classique, ça n'arriverait jamais. Ce petit gars, il servirait juste à se faire tuer pour que le vrai héros, entre guillemets, le venge ou quoi. Ou alors à prévenir de où était le méchant, ou voilà, genre à revenir en pièces détachées, enfin, plus ou moins, mais voilà, revenir en chialant en disant ou alors à être enlevé par le méchant pour qu'ensuite le héros vienne le sauver ou quoi. Mais là je me suis dit, là ça me paraît pas impossible qu'il le tue, mais quand même un peu improbable. Et donc Fernando lui tire dessus et ensuite il s'enfuit et bon, il dit à Alicia, bon je crois que je l'ai tué mais j'ai pas vérifié parce que je suis partie en courant, bon, le meurtre c'est pas non plus mon activité principale, je suis désolée. Donc Alicia y va. Le gars n'était pas mort, il arrive à choper Alicia et là on a aussi une scène d'action entre guillemets bah, je sais pas si elle était réaliste, mais franchement, sur le moment, pareil, on peut pas décrocher quand on est en train de la lire, quoi. Parce que le gars arrive quand même, malgré le fait qu'il ait pris 2 balles, je crois, 2 ou 3, je sais plus, mais il a pris des balles un peu partout. Il arrive quand même à choper Alicia, à commencer à l'attacher, à vouloir la torturer, et, la violer, lui dire des trucs horribles. Et elle se dit, si j'arrive à lui piquer une de ses armes, je vais pouvoir le tuer, mais il lui plante dès le départ un poinçon dans la main et tout, et elle, on sait déjà qu'elle a ses douleurs de hanche, etc., qui peuvent facilement la paralyser. Donc le combat est très mal parti pour elle, même si, enfin en gros, il est juste égal. Alicia, avec juste un poinçon dans la main et sa hanche, elle est à peu près égale à un gars qui a pris 3 balles, c'est assez triste. Du coup, les deux vont faire un combat comme ça, où lui, il la torture en lui disant des horreurs, elle essaye d'accéder à un flingue, elle y arrive, elle arrive à lui foutre le flingue dans la gorge sans que le mec s'en rende trop compte, mais lui, il a le temps de lui planter encore un couteau dans le ventre, je crois. Enfin, il la défonce physiquement, mais lui, on savait qu'il avait l'intention de faire ça lentement et de la faire souffrir, donc c'était pas incohérent, hein, le mec... Ça sortait pas de nulle part et tout, hein, c'était vraiment dans ses intentions depuis le début. D'ailleurs, la pièce où il était recouverte de photos d'Alicia et compagnie, donc voilà, on voit que le mec c'était un gros psychopathe obsédé par la meuf. Hein. Et donc, Alicia arrive à le tuer et à s'en aller, mais elle est complètement... Enfin non, elle arrive pas à s'en aller d'ailleurs, je crois qu'elle arrive juste à le tuer et après, je sais plus qui la retrouve, c'est peut-être Fernando, encore une fois. Il demande de l'aide à Fermine, parce que je crois que c'est Alicia qui lui avait dit, en cas de problème, tu préviens Fermine. Oui, parce que je vous ai peut-être pas dit, si vous m'écoutez sans avoir entendu l'histoire, Alicia et Fermine s'étaient reparlé parce que Alicia est allée dans la librairie de Daniel et Béa pour repérer un peu les lieux, parce qu'elle savait que Valls avait tué la mère de Daniel. Et donc elle se demandait si Daniel était dans la conspiration des gens qui voulaient aussi se venger de Valls. Donc elle était là un peu en repérage, et c'est comme ça qu'elle a rencontré Julian, et au bout d'un moment, elle a réussi à avoir une conversation avec Fermine pour dire oui, j'ai survécu. Donc ils vont voir Fermine demande un service au gitan qu'il avait déjà sauvé lui pour qu'il sauve aussi Alicia. Alicia se fait réparer dans le cimetière des livres oubliés parce qu'il fallait la cacher, parce qu'à l'hôpital, très clairement, les flics plus ou moins réellement flics seraient venus l'achever. Donc il la planque dans le cimetière des livres oubliés, mais il y a toujours des gens qui veulent la finir, notamment le fameux Ndaya, parce que bah voilà, il faut supprimer les témoins gênants qui restent. Donc à côté de ça, il y a la femme de Sanchi qui a toujours été donc capturée par Ndaya, qui est interrogée par Leandro, qui veut lui faire parler sur qu'est-ce qu'elle a vécu quand elle était jeune, parce qu'on apprend qu'en fait cette fille, c'est Ariadna. Je me disais c'est comme Ariana, mais il y a un truc en plus. Oui, c'est Ariadna. C'est la fille pour qui ont été écrites les histoires du labyrinthe, donc de Matai. C'est la fille donc de Matai. Fille de Matai qui en fait est supposée, parce que cette famille, je vous ai dit qu'il y avait eu un problème avec Valls, je vous ai pas encore clairement dit lequel, donc je vais le dire en cas où il y a des gens ici qui n'aient pas lu le livre et qui veulent quand même que je les spoil. Ce qui s'est passé avec Valls, c'est que lui et un autre mec, je crois qu'il s'appelle Ubak, ils ont fait en fait un trafic d'enfants. Valls tuait des gens dans sa prison et Ubak redistribuait les enfants à des couples de riches qui pouvaient pas en avoir pour des raisons d'autres, notamment parce que les femmes de riches n'ont pas envie de se détruire physiquement en faisant des enfants. Le couple justement de Ubak voulait Ariadna, parce qu'en fait ils avaient demandé à Matai d'écrire la biographie du mec, Ubak. Il l'a fait. Ensuite ils se sont dit qu'ils allaient potentiellement le supprimer pour pas qu'ils disent que c'est lui qui l'avait écrit, parce que le gars voulait... Enfin, c'était une autobiographie hein, que Matai a écrit, et le gars voulait aussi faire croire qu'il avait un talent littéraire, hein, comme Valls, apparemment c'est très répandu parmi les riches espagnols politiciens. Enfin lui c'était un banquier je crois, c'était pas un politicien. Les banquiers c'est pas beaucoup mieux. Enfin sa femme voulait Ariadna, parce qu'elle l'avait trouvée très mignonne en passant chez eux, parce que oui ils sont passés chez eux pour dire bonjour et les mépriser un peu. La femme de Ubak trouvait que les enfants étaient très cool, et donc il y a des gens qui sont passés, qui ont essayé de buter leur mère et de les enlever eux.
Bon, malheureusement, ils ont mal buté leur mère, ce qui fait qu'elle a essayé, qu'elle a pu revenir par la suite. Et donc, Ariadna a été donnée au Ubac, et Sonia, la plus jeune sœur, a été donnée à Vals. Vals qu'il a élevé comme sa fille et qu'il a rebaptisée Mercedes. Donc Mercedes est en fait la sœur de Ariadna qui s'appelle aujourd'hui Victoria et qui est la femme de Sanchi. Et donc Mercedes est la sœur de la fille qui est responsable de l'enlèvement de Vals et de la torture de Vals. Leandro veut la faire parler, je pense, pour savoir qui y a d'autres comme complices, pour savoir bien s'ils ont bien supprimé tout le monde ou s'il y a encore des témoins qui pourront parler. Je pense que c'est pour ça, parce que sinon je n'ai pas très bien compris pourquoi il voulait à ce point lui faire avouer qu'est-ce qui s'était passé dans le passé avec David Martin. Mais il voudrait savoir si David Martin est bien mort, ce qu'elle confirmera. Parce que oui, Victoria Ariadna a connu David Martin. Apparemment, ils ont eu une espèce d'histoire ensemble où il apprenait un peu comme sa fille, je crois. Elle était enceinte de son père adoptif, qui couchait avec elle parce qu'il s'entendait plus avec sa femme. Et donc elle s'est enfuie avec David Martin qui l'a aidée à s'enfuir. Ils ont été ensemble dans une maison un peu abandonnée, machin. Et à un moment, David Martin s'est suicidé parce que oui, c'est ça. Elle a fait une fausse couche. Et lui, en fait, il croyait qu'elle allait accoucher de la réincarnation de Christina. Donc quand elle a fait une fausse couche, il s'est suicidé. D'autant qu'en faisant une fausse couche, c'était bien une fille, le bébé. Donc ça lui a confirmé, j'imagine, son délire. Et voilà. Donc il est parti suicider. Et elle, du coup, elle a été ramenée dans sa famille. Et c'est le dernier contact qu'elle a eu avec David Martin. Mais ça lui a aussi donné l'idée, justement, de faire croire à Vals pour le faire psychoter, et ça faisait partie de sa vengeance, de lui faire croire que David Martin était l'instigateur de tout ça, lui et d'autres, hein. Mais vu que David Martin n'avait jamais été retrouvé, et que plein de gens encore se demandaient s'il était dans la nature ou non, que elle savait qu'il était mort, mais elle était la seule à le savoir, ben elle s'est dit qu'il ferait un très bon croque-mitaine pour Vals. Donc elle raconte tout ça à Leandro qui lui fait évidemment croire qu'il est son meilleur ami, qui s'occupe d'elle mais qu'elle peut partir quand elle veut, etc. Et nous on sait très bien que c'est faux. En fait il la drogue et il s'en fout de la rendre addict aux drogues parce qu'il va la tuer quand elle aura fini de raconter son histoire. Heureusement elle est suffisamment intelligente pour le comprendre aussi, et quand elle voit que le médecin ne désinfecte pas ses outils avant de vouloir lui faire une piqûre, elle comprend que c'est son dernier jour de vie, elle le sait aussi parce que accessoirement elle a fini de tout raconter. Ça fait 2 éléments qui lui confirment ce qu'elle soupçonnait déjà, donc le médecin va la tuer. En plus il prend un produit qu'il avait jamais pris avant et il lui dit oui ça va faire mal au début mais t'inquiète pas ça va vite passer. Donc elle lui sort une question genre vous avez des enfants, et quand il est en train de répondre elle lui balance, elle lui fout sa seringue dans la jugulaire, et donc le médecin meurt et elle s'enfuit, et elle va aller à la villa de Vals où il y a Mercedes, donc sa sœur, parce que Leandro lui a dit où était sa sœur, en échange de ses révélations à elle. Je sais plus si elle le savait déjà ou pas. En tout cas, elle va là-bas, et Mercedes, elle est en train de désespérer, parce que Alicia lui a promis qu'elle sauverait son père. Depuis, la mort de son père a été officialisée, il y a eu des journaux qui ont sorti en disant Vals est mort dans un accident de voiture. Donc depuis, tous les serviteurs sont partis, la maison est laissée à l'abandon. La seule personne qui reste dans la maison, c'est sa mère qui agonise. Apparemment, ils ont débranché ses appareils et tout, mais ils l'ont pas achevé, donc elle est en train de gémir dans sa chambre. Et elle qui se laisse un peu mourir aussi dans un coin avec ses poupées en porcelaine qui font flipper tout le monde. Et donc, Victoria arrive là-bas, elle achève la mère qui souffre. Mercedes pense que c'est la mort qui est venue pour l'emporter, et c'est ce qu'elle va faire. Voilà. Donc elle lui dit « Je suis heureuse de te retrouver, on sera plus jamais séparés ». Bon, je pense que Mercedes ne comprend clairement pas de quoi elle parle, parce qu'elle était trop petite pour se souvenir de sa sœur. Mais bon, elle se dit que c'est la mort et que c'est pas plus mal. Et donc elle l'accepte. Donc voilà, elles deux vont finir en mourant ensemble dans cette maison vide et dégueulasse. C'est une fin tragique auquel j'ai pu croire, contrairement à celle qu'il y avait dans le deuxième. Parce que clairement, les deux, je vois pas ce qu'elles avaient... leur vie était complètement écroulée, quoi. Donc qu'est-ce qu'elles pouvaient faire d'autre que se suicider, je sais pas. Elles auraient pu partir ensemble et parcourir le monde ou je sais pas quoi, mais bon... C'est pas trop étonnant qu'elle se soit suicidée, en tout cas c'est crédible. Donc ça c'est réglé. De notre côté, il y a Andaya qui va essayer de venir achever Alicia qui se remet de ses blessures dans le cimetière des livres oubliés. Il va assommer le médecin qui s'occupe d'elle et essayer d'agresser Isaac, le gardien du cimetière des livres oubliés. Heureusement, entre guillemets, Alicia va arriver un peu et faire diversion, donc il va les lâcher. Il va la poursuivre, elle va le semer dans le cimetière des livres oubliés. Lui il va dire oui, de toute façon cet endroit je vais le brûler. Le mec, tout ce qui nous dégoûte, entre guillemets, il va le dire ou le penser. Il va poursuivre Alicia, il va y avoir un beau combat aussi entre deux, où elle arrive à l'attaquer un peu par surprise, et en plus elle le tue avec le stylo que Isaac lui avait offert en lui disant c'était le stylo de ma fille Nuria et tout, enfin Nouria probablement. Et on sentait qu'il voyait en elle une espèce de réincarnation de sa fille Nouria pour se redonner une chance de mieux finir avec elle.
Et elle tue Andaya avec le stylo, et après elle l'arrache un peu de sa tête et elle fait à Isaac voilà entre guillemets qui je suis, donc garde ton stylo. Noria est morte et je vais pas la remplacer, ok? C'est un peu violent, mais c'était super classe encore une fois. Voilà, Andaya est mort, mais il reste Leandro, et du coup, Alicia va partir pour essayer d'en finir avec lui. Elle sait, entre guillemets, qu'elle a été trahie par lui, que c'est lui qui a envoyé le petit con, là, le psychopathe, pour l'achever. C'est aussi probablement lui qui a fait tuer... parce qu'en fait, il y avait un ancien flic aussi, qui était un rival de elle, qui était sur la même affaire et qui avait disparu. Et ils ont retrouvé son cadavre dans une piscine avec Vargas. Et probablement que c'est Leandro aussi qui l'a fait exécuter. Donc le gars, il élève des gens, il leur apprend tout, etc. Et ensuite, quand il en a plus besoin, il les fait exécuter comme si c'était de la merde. Et Alicia, concrètement, Leandro, il a été comme un père pour elle. Et c'est la seule personne dont elle a été proche, vu qu'elle a plus de parents et tout. Enfin, c'est la seule personne qui lui reste. Donc, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, des fois, voilà, on comprend qu'il y a des gens, ils peuvent pas vraiment ne pas être dans les ténèbres, parce que quand la seule personne qui te reste, c'est une personne qui a voulu tuer, tu peux pas être quelqu'un d'heureux, positif, insouciant, etc. Enfin, tu vas forcément être quelqu'un de sombre et torturé, même si tu peux essayer d'être quand même quelqu'un de bien. Du coup, elle va aller dans sa suite, elle va le trouver en train de se raser, de prendre son bain, etc. Et le gars fait genre... j'en ai rien à foutre, je me méfie pas de toi. On sait pas trop si c'est parce qu'il accepte d'avoir perdu ou si c'est parce qu'il pense qu'il peut vraiment se la remettre dans la poche. Je pense qu'il y a un peu des deux. En fait, il a toujours été dans la séduction. C'est un peu sa seule technique, parce que le gars, il a pas l'air spécialement fort physiquement, il a l'air quand même vieux et tout. Donc je pense qu'il a toujours séduit les gens. Et du coup, il fait un peu un qui tout double sur ça. Il choisit vraiment de se montrer vulnérable face à elle en se disant qu'elle pourra pas le frapper parce qu'elle a que lui et que de toute façon il lui sort des trucs du genre c'est moi qui t'ai élevé, j'ai toujours su que t'étais la meilleure, et elle lui fait ouais c'est pour ça que t'avais prévu de me faire tuer et tout. Il fait ouais mais j'avais prévu de ça, mais maintenant je reconnais que je me suis trompée, tu t'en es sortie et ça prouve bien que mon sentiment était juste quand je pensais que c'était toi la meilleure, d'une certaine manière je m'en doutais et tout. Et donc voilà, il lui fait genre tout était prévu et je t'ai toujours aimé et t'as toujours été ma préférée et vas-y allie-toi avec moi. Puis il lui fait aussi le couplet du ce monde a besoin de gens comme nous, Vals c'est l'ancien monde, ça c'était des gens qui servent à rien, qui sont des grosses merdes, nous on est meilleurs, on va gouverner le monde mieux que ça et toi tu vas m'aider à le faire, et voilà, genre moi je vais entrer en piste en politique et compagnie et toi tu vas m'aider, et elle est en mode non en fait. Donc elle arrive pas trop à le tuer au début, et là il fait le truc un peu suicidaire. Je pense qu'il a vraiment voulu entre guillemets faire un pile ou face quoi, se dire encore une fois un qui tout double, mais peut-être qu'il a aussi un peu voulu mourir, hein. Parce qu'il s'est dit, elle m'écoute pas, elle est plus séduite, en fait, mais elle me tue pas parce qu'elle trouve que j'en vaux même pas la peine. Et peut-être que ça lui a fait du mal et qu'il s'est dit, je préfère encore qu'elle me tue, je suis quand même assez dangereux pour qu'elle me tue. Du coup, il fait genre, il appelle quelqu'un pour demander de l'aide, pour prévenir qu'elle est là. Enfin voilà, il fait genre, il appelle quelqu'un et donc elle le bute à ce moment-là. Et on nous dit, voilà, qu'il a un regard... genre d'affection un peu empoisonnée, etc., envers elle en mourant. Et cette relation, elle était vraiment horrible et en même temps super stylée, quoi. Parce que voilà, le gars qui l'a vraiment élevé, qui lui a tout appris, qui l'a recueilli, et elle croyait vraiment en lui et tout, et en fait il était prêt à la trahir, et il s'est vraiment juste servi d'elle, et jusqu'au bout il aura fait le manipulateur, et en fait on sait même pas qui il était vraiment, et probablement qu'en vrai c'était juste une ordure, et que c'est le genre de personnes qui ont que des déguisements, et où ils ont plus vraiment de vrai visage quoi. Mais ça fait super mal de se rendre compte que la seule personne... entre guillemets, qu'on considérait comme une famille ou qui comptait pour nous ou quoi, en fait c'était une invention qui était juste faite à notre intention pour nous utiliser quoi. Donc voilà, et Alicia s'enfuit après avoir fait ça, et dès le début du livre elle avait dit que son rêve c'était d'arrêter son boulot et de partir voyager, et donc elle va repasser vite fait à Barcelone pour déposer le journal d'Isabella, l'ange avec l'adresse de Vals pour que Daniel aille potentiellement se venger. Et ensuite, elle se barre en bateau pour aller aux États-Unis. Et elle va parcourir le monde, elle va finir... elle va continuer sa vie comme ça, en restant seule et en étant un peu en train de bader sur le fait que Béa et Daniel sont ensemble, qu'ils ont un enfant, qu'ils ont une famille et qu'elle aura jamais tout ça, que c'est pas quelque chose qui est fait pour elle et tout, mais bon. Et donc Daniel, après avoir eu le message de l'ange, va vouloir aller tuer Vals. On sait pas si du coup ça va le faire passer du côté obscur, parce que lui-même sait que s'il le tue pas, il passera sa vie à se dire qu'il est un lâche, qu'il est une grosse merde. S'il le tue, il va passer sa vie à se dire qu'il est un meurtrier, qu'il est un connard et qu'il mérite plus le bonheur qu'il a et qu'il mérite pas sa famille. Donc c'est un jeu où dans tous les cas il est perdant.
Et il a beau se dire je devrais pas y aller, etc. Il sait que dans tous les cas il se sentira comme une merde et qu'il peut pas s'empêcher d'y aller. Il y va. Il va dans cette maison, il s'attend à ce que ce soit une maison riche avec des serviteurs et tout, mais en fait c'est une maison complètement à l'abandon, qui pue, qui est dégueulasse. Et en fait il croise quelqu'un dedans, donc il commence à agresser la personne parce qu'il croit que c'est Vals lui-même ou un de ses serviteurs. Mais finalement le gars lui dit non mais moi je suis juste un gars qu'on a chargé de le nourrir, je sais même pas qui il est et on m'a dit tu le nourris et si on revient pas pendant plus de 3 jours tu le tues, mais je me suis pas résolue à le tuer parce que je suis pas un meurtrier moi et tout ce que j'ai envie c'est qu'on me laisse tranquille et tout. Donc après il lui dit bon bah je suis désolée de t'avoir cassé la gueule, je t'ai pris pour quelqu'un d'autre, vas-y laisse-moi juste y aller et salut. Donc il va voir Vals et il le voit en loque humaine avec une main coupée qui est en train de crever sur place, qui ressemble à un cadavre ambulant, qui a perdu ses dents et tout ça, et qui le supplie de l'achever. Et il hésite et puis après il fait non. Et il lui ouvre sa prison et il se barre. Je pense que c'est le normal de ressentir ça en voyant ça. On nous l'avait bien fait ressentir dans les scènes d'avant où on avait vu Vals. Je vous dis, moi, je ressentais la même chose, alors que de base, j'avais envie de le détester, j'avais envie de me venger aussi de lui, j'avais envie que Daniel le fasse, j'étais en mode, ouais, ça va être bien, on va lui défoncer sa gueule et tout. Mais en fait, quand on le voit dans ce contexte et tout, même si on continue de le détester, de se dire, ce mec est une merde, bah on se dit... non, ça en vaut pas la peine. Et clairement, en fait, Daniel, il a été vengé, même s'il l'a pas fait lui-même, mais il a été vengé et il était prêt à le faire, donc il pourra se dire je suis pas complètement un lâche, mais en même temps je suis pas un meurtrier. Alors certes, c'est un peu lâche justement, bon heureusement, j'espère pour lui qu'il le verra pas comme ça, mais c'est un peu lâche d'avoir fait en sorte justement de sauver les meubles et de se sentir bien. En même temps, on fait ce qu'on peut pour garder notre santé mentale. Il est parti, je pense qu'il a bien fait. Comme ça, ça va fermer un peu la gueule de son côté sombre et ça permettra qu'il continue à être heureux dans sa vie de famille et tout. Et voilà, il avait le bonheur, entre guillemets, c'était peut-être dommage de le perdre pour cette histoire de vengeance sur un truc qui était fini depuis des années et qui pouvait plus rien changer. Après voilà, bien sûr, moi aussi, j'avais envie qu'on tue Vals, s'il pouvait continuer à nuire, mais là, il est fini quoi. Donc ok, il le laisse partir, et après Vals sort dehors, personne ne veut l'aider parce que tout le monde trouve qu'il pue, qu'il est dégueulasse, et tout le monde s'en va devant lui et personne ne l'aide. Il monte dans un métro, il passe la journée dans le métro, et le soir, au moment où le métro s'arrête et que le chauffeur veut le descendre, et le mec tombe mort, et en fait tout le monde se dit mais en fait on dirait que c'est un cadavre qui est décomposé depuis déjà plusieurs semaines et tout, comment c'est possible que des gens aient pensé qu'il était vivant? Donc bon, on va le foutre à la poubelle, on sait pas qui c'est, enfin à la poubelle, dans une fosse commune, et on sait pas qui c'est, et on s'en fout, on veut pas le savoir, et il pue, il est dégueulasse, et c'est voilà, de la merde. Donc le mec a eu une mort merdique. Et si on avait besoin d'être vengé, je pense qu'on l'a clairement été, et ça fait plus pitié qu'autre chose. Et comme je vous disais, donc ça c'est la fin de l'histoire principale, et après on va avoir Julian qui veut écrire justement les 4 livres qu'on a lus. Et donc on va suivre son parcours d'écrivain qui veut rencontrer Julian Carax pour le prendre comme maître entre guillemets, qui va galérer à le trouver, ensuite qui va le trouver, qui va se former auprès de lui. Après Carax va évidemment vieillir et mourir, comme ça arrive tout le temps et que c'est toujours triste. Voilà, donc on voit Julian Sempere qui grandit et qui apprend à écrire, et bon, on voit sa vie, etc. Et puis après, on voit que lui aussi, il va avoir un enfant qui va appeler Alicia, et après, qui va emmener au cimetière des livres oubliés. Donc cette fin, un peu en éternel retour, je vous avais dit, me fait toujours bader. Mais là, j'avais vraiment l'impression que le côté amer, mélancolique était assez assumé, donc ça m'a moins dégoûtée que dans le premier livre. D'autant qu'il y a aussi Alicia qui a parcouru le monde de son côté, qui elle est restée seule, et du coup je me dis que voilà, il y en a pour tous les goûts, on n'est pas toujours obligé de fonder une famille, d'avoir des enfants, enfin il n'y a pas que cette destinée là qui est représentée, les gens un peu plus sombres et torturés et qui sont pas dans ces bails, ils sont quand même là, donc voilà, ça me va. J'accepte. La fin, c'est pas le meilleur truc pour moi. Entre guillemets, je préférais la première fin que la deuxième. Mais j'ai quand même bien aimé le passage sur Julian qui grandit et qui apprend à écrire et tout. Donc c'était vraiment un bon livre. Je vous le conseille complètement. J'aime beaucoup cet auteur. Voilà, je suis presque désolée de pas avoir réussi à aimer le deuxième. En tout cas, c'était un bon moment, une bonne expérience. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, sauf si c'est de la merde. Et moi, je vous dis à bientôt. Encore une fois, je sais pas encore pourquoi, mais j'ai hâte de le savoir. Salut!